Bonjour à tous, bienvenue dans l'assurance Tu t'en balances. Aujourd'hui, on va parler assurance habitation. L'assurance Tu t'en balances? Eh ben, faut pas. Et on va parler assurance habitation avec Julie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse te présenter. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Je suis Julie Porret de l'UCO by Alliance Direct. Je suis la référente technique du service sinistre habitation. Mon rôle est d'accompagner les gestionnaires sinistres au quotidien pour leur apporter une aide réglementaire et plus technique sur les dossiers à enjeu et les dossiers complexes. Merci Julie, je t'ai fait venir sur mon canapé, pas pour rien. Pour le coup, tu vas vraiment pouvoir nous faire part de ton expertise, puisqu'on va parler du sinistre numéro 1 en assurance habitation. Le dégât des eaux, j'imagine. Exactement. Et alors déjà, pour commencer, j'aimerais bien qu'on puisse avoir, si tu as une idée du nombre de dégâts des eaux qu'il y a en France. Quand on dit effectivement que le dégât des eaux, c'est le sinistre numéro 1, c'est parce qu'en fait, un sinistre sur deux environ déclaré est un dégât des eaux, ce qui fait à peu près 2 millions de dégâts des eaux par an. Waouh, effectivement, ça en fait. C'est assez impressionnant. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Est-ce que ça va peut-être paraître un peu simplet, ce que je vais dire, mais pour moi, un dégât des eaux, c'est juste un dégât causé par de l'eau. Donc inondation, canalisation qui pète, pour moi, c'est la même chose. Est-ce que c'est vrai? J'imagine que non, mais alors en assurance, ça veut dire quoi un dégât des eaux? Effectivement, c'est pas aussi large que ça. Un dégât des eaux, ça va être un dommage accidentel qui arrive à l'intérieur de la maison, sur le réseau d'alimentation ou le réseau d'évacuation, du coup, du logement. Il faut bien le distinguer, comme tu le précises, des événements climatiques qui, pour le coup, là, va être un élément extérieur comme une montée des eaux. Donc, c'est vraiment plutôt inhérent à l'habitation plus que extérieur. Dans ce que tu viens me dire, si j'ai bien compris, il y a peu de causes extérieures finalement qui relèvent du dégât des eaux. Mais quelles sont par exemple les causes les plus fréquentes de dégâts des eaux avec une cause extérieure? Alors, pour l'extérieur de la maison, ce qu'on va rencontrer en dégâts des eaux, principalement, ça va être les infiltrations par la toiture. Il suffit de peu de choses, une tuile qui est cassée, fêlée ou même un petit peu déplacée avec les pluies. Donc, ça va s'accumuler et ça va du coup pénétrer dans l'habitation. Les toits plats, les toits terrasses, même principe. Un défaut d'étanchéité ou alors une gouttière qui est obstruée. Du coup, avec l'accumulation d'eau, ça peut pénétrer. On va avoir une dernière infiltration, pour le coup un petit peu extérieure à la maison, c'est les infiltrations par la façade. La façade avec le revêtement donc, qui vieillit, ça peut créer des fissures et du coup, donc, même principe, l'humidité et l'eau en cas de pluie peut pénétrer dans la maison. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit des pluies torrentielles ou un gros événement climatique. Hein. Et au niveau des causes intérieures, alors quelles sont celles qui apparaissent le plus souvent? Mmh. Rien d'extraordinaire non plus à l'intérieur de la maison en termes d'intensité d'événements. Ce qu'on voit le plus, ça va être les fuites sur les canalisations. Ok. Un tuyau peut se percer du coup sans, sans forcément de raison. Un raccord, ça peut se desserrer aussi également. La plupart du temps, les canalisations, en plus, elles sont encastrées, donc on ne les voit pas non plus directement. Eh oui. Le deuxième point qu'on peut avoir, c'est les joints d'étanchéité. Tout ce qui va être les joints d'étanchéité du pourtour du bac à douche ou les joints d'étanchéité des robinetteries. À l'usage, ça s'use. Et du coup, là, pareil, les infiltrations, au fur et à mesure des jours, peuvent provoquer des taches d'humidité, que ce soit sur les murs ou chez le voisin d'en dessous, par exemple, sur son plafond. Troisième cause également qu'on retrouve le plus souvent, ça va être tout ce qui est appareil à effet d'eau et appareil sanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est un appareil à effet d'eau? Bah voilà. C'est tout ce qui va être machine à laver, lave-vaisselle ou même le chauffe-eau. Ok. Et alors, bon, bah, je vois finalement, tous les risques qu'il y a autour de nous. Enfin, quand on est dans un logement, visiblement, le dégât des eaux, ça peut survenir n'importe quand, n'importe où. On s'assure pour couvrir ce risque. Donc, une assurance habitation. Mais déjà, je voudrais faire une petite parenthèse déjà sur l'assurance habitation. Est-ce que c'est obligatoire, comme pourrait l'être l'assurance auto, ou pas forcément?
Alors, c'est différent de l'assurance automobile. On va avoir trois différences. Euh, Dans un premier temps, les locataires ont une obligation d'assurance. Ils sont obligés de s'assurer pour les dommages qu'ils peuvent causer au logement au niveau donc, des dégâts des eaux, des incendies et des explosions. Ok. C'est une obligation légale qui fait qu'un propriétaire, donc un bailleur, peut refuser une location si le locataire ne s'assure pas C'est ou résilier son bail. c'est pour ça que quand on rentre dans un logement, généralement en locataire, on nous demande le justificatif d'assurance Oui, habitation. tout à fait. Oui. Pour les copropriétaires, du coup, il y a aussi une obligation d'assurance, mais là, pour le coup, c'est vraiment juste la responsabilité civile qui est obligatoire pour eux. Donc, ça veut dire la responsabilité en fait, pour les dommages qu'ils peuvent occasionner aux voisins de l'immeuble ou au syndic de copropriété. Donc là aussi, c'est une assurance, mais du coup, qui est moins grande que celle des locataires. Ok. Et dernier point, pour les propriétaires de leur maison, eux, ils n'ont aucune obligation d'assurance. Par contre, c'est quand même grandement conseillé, parce qu'en cas de sinistre, il n'y aura aucune prise en charge, et les sinistres ne sont pas forcément petits, même un dégât des eaux, ça peut être donc, une petite tache sur son mur, mais ça peut occasionner aussi beaucoup de dégâts qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Et pour le coup, le dégât des eaux, donc tu en parlais en disant qu'il y avait certaines obligations, notamment pour les locataires. Donc j'imagine qu'elle est forcément incluse quand on est locataire et qu'on souhaite souscrire une assurance habitation. Mais est-ce qu'elle est vraiment toujours là, cette garantie, quand on veut souscrire? Sur une assurance habitation classique, effectivement, le dégât des eaux, comme c'est obligatoire, c'est dans le socle de base de l'assurance, au même titre du coup que l'incendie et l'explosion. Ce qu'il faut par contre regarder sur son contrat, ça va être les origines du dégât des eaux qui sont garanties. Un assureur peut par exemple garantir les infiltrations par la façade ou les infiltrations par les menuiseries, tandis qu'un autre, dans la garantie même des dégâts des eaux, peut exclure ces origines-là. Ah Donc, oui. ils ont tous les deux un contrat dégâts des eaux, mais les origines ne sont pas forcément les mêmes au niveau des garanties. Et oui, et on pense pas forcément à aller voir les exclusions. Non. Je pense pas que je sois la seule à faire ça, à ne pas faire ça plutôt. C'est pas parce qu'on travaille chez un comparateur qu'on est si bien chaussé. Et alors, si malgré toute notre bonne volonté, on a quand même un dégât des eaux, on appelle qui? Parce que, pour être totalement honnête, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai appelé ma mère. Allô maman. D'ailleurs, si j'ai une araignée, peu importe, alors qu'elle est aussi arachnophobe que moi, j'appelle ma mère. Ça ne va servir à rien, mais au moins je serai un peu rassurée. Et j'imagine qu'il y a mieux à faire, comme appeler son assureur. Oui, effectivement, avant d'appeler toute la famille, il faut plutôt s'occuper du coup du dégât des eaux. Avant, la première chose en fait à faire, ça va être d'identifier d'où vient l'écoulement d'eau, d'où viennent les dommages. Donc, le mieux à faire, si on a un dégât des eaux, si c'est chez soi, c'est de couper son arrivée d'eau déjà Ouais, pour ok. stopper l'écoulement. Et là, du coup, d'appeler son assureur pour prévenir qu'il y a un dégât des eaux, et l'assureur pourra mettre en place une recherche de fuite. Si c'est chez son voisin, du coup d'à côté ou du dessus, même principe, on va voir le voisin, on lui demande de couper son arrivée d'eau, et lui, il devra appeler son assureur à lui pour qu'il organise une recherche de fuite. Comme on l'a vu, par contre, les fuites ne sont pas forcément visibles chez la personne d'au-dessus, donc il faut bien prendre en compte qu'une fuite peut être cachée. Donc même si le voisin ne voit pas d'eau chez lui, pas d'écoulement d'eau anormal, il faut quand même qu'il appelle son assureur pour faire la recherche de fuite. Et justement, on va prendre un cas concret parce que tu viens de me parler de plusieurs interlocuteurs, syndic, voisins, donc ça peut très vite devenir le cafouillage. Et j'ai le cas parfait. On va accueillir Dominique pour qu'elle puisse venir nous raconter l'histoire qui est arrivée à sa fille. Bonjour Dominique, merci de nous rejoindre. Bonjour Amélie. Alors je te présente Julie, référente technique de chez Luco by Alliance Direct. Bonjour Julie, enchantée. Et donc tu es là, alors on se connaît très bien toutes les deux, tu es assistante de direction chez Les Furets et tu es là pour nous raconter ce qu'a vécu ta fille, un dégât des eaux sans surprise. Je te laisse raconter. Oui, alors ma fille a 20 ans, elle habite Toulouse, elle fait ses études d'art et elle habite donc un petit meublé.
Et en rentrant de week-end, elle m'appelle catastrophée pour me dire qu'il y a une poche d'eau dans les toilettes. Donc elle filme, elle m'envoie des vidéos et elle est en panique et elle ne sait pas quoi faire. Donc mon premier réflexe a été de dire on va prévenir le syndic de l'immeuble parce que c'est un immeuble qui appartient à un seul propriétaire. Et donc je me dis, ils vont faire le nécessaire. Donc elle les contacte. Il lui demande de se mettre en relation, qu'on se mette en relation avec son assurance. Bon, ok, très bien. Donc repanique de ma fille, comment je fais? Donc on va en ligne, on regarde son compte. Et en effet, on pouvait faire une déclaration en ligne, donc elle l'a fait. Okay. Et donc à la suite de ça, on attend. Le syndic quand même précise qu'il envoie quelqu'un faire les réparations. A priori, c'était le voisin du dessus, un joint, je crois. Donc très bien. Et donc nous attendons. 3 semaines plus tard, toujours rien. Donc je commence à m'inquiéter, d'autant plus qu'en fait, entre-temps, on a décidé de quitter cet appartement qui était un petit peu maudit, pour dire la vérité, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Sachant que on allait quitter l'appartement pour récupérer la caution, on aurait voulu que tout soit réparé. Donc là, je me retrouve dans un dilemme, à savoir, mais comment ça se fait qu'on ne nous répond pas et qui doit réparer ? Donc, je me dis, donc j'appelle l'assurance. Donc, je tombe sur un conseiller très gentil qui, en fait, me demande le bail. Donc, on envoie le bail et à la suite de ça, elle nous dit, en fait, comme vous êtes dans un meublé, en fait, vous n'avez rien à faire. C'est pas à vous de faire le nécessaire, c'est au propriétaire. Donc là, je ne savais pas. Donc, grand soulagement. Parce que ça veut dire qu'on pouvait quitter l'appartement finalement sans s'occuper des réparations. Et donc, ce qu'ils ont fait un truc très bien, c'est qu'ils nous ont renvoyé un mail avec l'article de loi qu'on a pu tout simplement transférer au syndic pour appuyer donc nos dires, parce que moi, je ne me voyais pas téléphoner au syndic en disant « l'assurance m'a dit que », etc. Donc, ça nous a vraiment aidé, ça, d'avoir l'article. En plus, j'ai appris qu'il y avait un article concernant les meublés. Je n'étais pas du tout au courant. Et donc, à la suite de ça, on a pu quitter les lieux sans réparer. Et je suppose qu'ils ont réparé par la suite. C'est très parlant. C'est justement on en parlait juste avant. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi ils se renvoient tous la balle? J'imagine que ça se passe pas tout le temps comme ça, mais pour le coup... Là, effectivement, ça peut paraître flou au niveau donc, des intervenants. En fait, il faut savoir que le dégât des eaux, c'est régi par une convention interassurance. Cette convention, donc, elle s'appelle l'IRSI. Et elle permet vraiment de faciliter la gestion justement des sinistres dégâts des eaux pour éviter que tous les intervenants se renvoient la balle. En fait, elle établit l'assureur qui va être ce qu'on appelle l'assureur gestionnaire et donc qui va intervenir. Donc, comme on l'a vu pour la recherche de fuite, donc l'assureur gestionnaire de la recherche de fuite, ça va être celui qui a la fuite dans son logement potentiellement. Donc, lui, il va faire la recherche de fuite. Et sinon, donc pour la prise en charge des dégâts, l'assurance gestionnaire, c'est vraiment l'assurance de la victime. Il y a par contre donc, cette petite exception sur les logements meublés. Logements meublés ou alors quand le locataire a donné son préavis de départ au plus tard au jour du sinistre, c'est plus l'assurance du coup du locataire occupant qui va intervenir, ni pour la recherche de fuite du coup, si jamais la fuite est chez lui, ni pour la prise en charge et l'évaluation des dommages. Ça va être du coup le propriétaire non occupant, l'assurance du propriétaire non occupant. Donc c'était le cas de ta fille pour le coup, vu qu'elle était en logement meublé. C'est assez dingue parce que moi-même je l'apprends. Et pour le préavis aussi, tu parlais quand on a donné son préavis le jour... Au plus tard, au jour du sinistre, oui. Au plus tard, ça oui. Pareil. Ça veut dire si j'envoie mon préavis de départ, par exemple ce matin, je le fais partir à la poste en recommandé. Okay, l'après-midi, mon voisin, il y a sa machine à laver qui fuit. Pour le coup, moi j'ai envoyé mon préavis de départ juste avant le dégât des eaux. Pour le coup, donc c'est à l'assurance de mon propriétaire non occupant, même si je suis pas en meublé. Je ne le savais pas. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Non, je ne savais pas du tout. Et alors moi j'ai une question. Imaginons que, peut-être que c'est le cas, imaginons que ta fille y ait son ordinateur portable ou je sais pas, c'est une collection de chaussures ou que sais-je, donc des objets personnels qui a été touchés par ce dégât des eaux. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Alors oui et non, c'est une information très importante qu'il faut effectivement donner aux assureurs, même si on est en location meublée, si on a des affaires personnelles qui sont touchées. En fait, donc, il faut
quand on est locataire, donc appeler son propriétaire pour le coup, pour lui déclarer le dégât des eaux, pour que lui, il appelle son assurance, du coup, pour faire la déclaration. Il faut bien détailler au propriétaire tous les dégâts qu'on a, que ce soit donc sur les murs, plafonds, et du coup, donc sur nos affaires personnelles. Et donc, l'assurance du propriétaire non occupant, lui, il va tout chiffrer, même ce qui lui appartient pas. Donc, il va chiffrer les murs, ce qui est endommagé, et mes affaires personnelles à moi. Donc, il va faire la gestion de son dossier et à la fin, la prise en charge reviendra quand même à l'assurance du locataire pour ses affaires à lui, personnelles uniquement. Mais au moins, ça sera donc l'assurance du propriétaire non occupant qui se sera occupé de toute la gestion du sinistre de A à Z, du coup, dans le cadre de la location meublée. On a l'impression, tu disais tout à l'heure, le logement, il était maudit. Mais est-ce que c'est pas un peu ça? Est-ce que finalement, c'est la faute à pas de chance ou est-ce qu'il y a une part de négligence quelque part? Alors, on ne peut pas vraiment parler de négligence. Comme on l'a vu, c'est l'usure en fait du logement. Par exemple, les joints, il faut les nettoyer, les joints. Mais même en les nettoyant, il faut les changer, ça s'use. Hein. Les joints d'étanchéité, du pourtour de la douche, il faut les changer maximum tous les 2 ans, voire tous les ans. Parce que ça se décolle. C'est pour ça que c'est l'un des points aussi très infiltrants dans les appartements. Donc, il faut faire de l'entretien. Les canalisations, c'est pareil. On entretient ces canalisations et on vérifie quand même ces installations. Négligence, non, comme je l'ai dit, parce qu'on va juste avoir des gestes aussi au quotidien à appliquer. Par exemple, si je m'en vais de mon logement, je ne vais pas lancer une machine à laver, en fait, quand je vais aller passer l'après-midi dans un autre endroit. Techniquement, voilà, c'est des petits. Je l'ai fait pas plus tard que ce week-end. Non, moi, je ne fais jamais ça. Non. En plus de l'entretien quotidien, voilà, il y a des petits gestes simples comme ça. Ou alors, quand on s'en va en vacances, on coupe son eau, on coupe son arrivée d'eau pour éviter, du coup, que s'il y a une fuite, que les dommages soient très gros. L'hiver, en cas de gel, c'est pareil. Si on s'absente, il faut couper son arrivée d'eau. Il faut garder quand même un petit minimum de chauffage pour pas que le gel prenne dans les canalisations et du coup que ça éclate. Il y a quand même pas mal de petites choses à avoir en tête que je pense qu'on n'a pas forcément. Enfin, tu appliques certains de ces conseils toi-même, Dominique? Non, j'avoue que couper l'eau, j'y pense pas. Je coupe le gaz en revanche, mais c'est vrai que l'eau, c'est merci, parce que c'est vrai que ce C'est le sont même des principe. petits gestes qui, en effet, peuvent éviter des gros dégâts. Des gros dégâts, ouais, Mhm. c'est sûr. Ah ouais. Et je pense que je vais faire une fiche à ma fille aussi. Et bien justement, est-ce qu'on ferait pas une petite fiche, allez, le dégât des eaux pour les nuls, qu'on pourrait accrocher tiens, sur la porte des toilettes, puisque c'est l'un des lieux qui est le plus à même de provoquer aussi un dégât des eaux. Qu'est-ce qu'on mettrait dans cette checklist Alors, en numéro 1, le plus important à faire, comme on l'a vu, et le plus rapidement aussi, c'est d'identifier la cause, du coup, de stopper l'écoulement. Donc, d'abord, je coupe mon arrivée d'eau si c'est chez moi et j'appelle mon assureur pour avoir une recherche de fuite. Ok, Si ça vient de chez le voisin, pareil, il coupe et il appelle son assurance. En deuxième, on appelle aussi, même si nous, on a juste les dommages, on appelle aussi son assurance pour déclarer le sinistre, du coup. Et avant d'entamer toute démarche de réparation ou quoi que ce soit, il faut bien, du coup, avoir l'aval de son assurance. Donc, en point 2, je mettrais quand même d'appeler l'assureur aussi quand on est victime, d'appeler son propriétaire si on est locataire aussi pour le prévenir. Okay. Et après, ce qui peut être fait, donc, ultérieurement, alors, bien entendu, il va avoir la réparation de la fuite aussi quand elle sera identifiée. Ça à voir selon les responsabilités à qui ça appartient. Est-ce que c'est une fuite sur les parties communes ou de la toiture? Pour le coup, ça sera le syndic. Donc ça peut peut-être effectivement prendre un peu plus de démarches, un petit peu plus long. Ou est-ce que c'est juste les joints du voisin ou mes joints à moi? Ça c'est rapide à faire. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'il y a forcément une expertise? Parce que ça, c'est un point d'interrogation que j'avais, de me dire, mais comment on peut évaluer les dégâts déjà? Alors maintenant, on fait des photos et des petites vidéos. C'est le réflexe qu'a eu ma fille. Et moi, je me posais la question, mais en fait, comment on fait, quoi? Est-ce que les experts passent forcément? Comment vous évaluez les dégâts, en fait, le coût des dégâts? Alors, en fait, les experts en assurance ne se déplacent pas forcément, parce que déjà, le travail d'un gestionnaire de sinistre, ça va être aussi, lui, de chiffrer par rapport aux photos qu'il a,
Les assureurs ont généralement des outils pour calculer le prix d'une peinture sur tant de mètres carrés. Donc effectivement, on se base beaucoup sur les photos ou sur les vidéos. Après, les experts peuvent aussi faire juste des petites visios avec les assurés. Donc déjà, il n'est pas obligé de se déplacer. Donc non, le chiffrage se fait dès la déclaration en fait, du sinistre. Le gestionnaire sinistre doit pouvoir, lui, chiffrer. Il a une estimation en tête. Après, on l'a vu, le dégât des eaux, c'est régi par la convention IRC. Cette convention, par contre, elle impose un certain montant pour faire une expertise. Donc non, pour répondre à la question, non, les experts ne se déplacent pas. Oui, donc finalement, c'est possible d'expertiser à distance. C'est pas forcément qu'ils ont la flemme, c'est que c'est la manière de faire finalement. Ça dépend du sinistre, en fait. Ça dépend, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller sur place ? Est-ce que c'est un gros sinistre ? Parce qu'un gros sinistre avec tout le plafond qui s'effondre, l'expert, il va pas juste faire une visio. Okay. Et est-ce que aussi c'est facilement réalisable matériellement de faire une visio avec l'assuré ? Il faut aussi que l'assuré, lui, ait le téléphone qu'il ait l'habitude aussi d'utiliser les visios. Donc, ça dépend. Ils peuvent le faire en visio. Après, chaque cas peut être spécifique. Ok. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci Julie pour ton expertise. Merci. Merci Dominique pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de l'assurance Tu t'en balances. À bientôt.